Vous présenter le cours de l'hystériose. Donc, le plan de cours, c'est l'introduction épidémiologique, clinique, diagnostic, traitement et la prévention. Donc, on commence par l'introduction, comme d'habitude. Donc, l'hystériose, c'est une infection grave d'origine alimentaire de mortalité 30%, due à l'Listeria monocytogène. C'est une bactérie intracellulaire. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire en Europe, mais ne pas en Algérie. Donc, cette bactérie est capable de franchir la barrière intestinale, méningée et placentaire. Donc, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. On a deux formes invasives et non invasives. Des formes invasives, elle va donner des formes invasives telles que méningoencéphalite, l'infection materno-fœtale et les bactériémies. Les infections non invasives telles que la contamination directe, soit oculaire ou bien cutanée. Donc, c'est une bactérie ubiquitaire. Mais pour cette bactérie devient invasive ou bien devient pathogène, elle a besoin d'un terrain particulier, tel que soit immunodépression, grossesse, un nouveau-né, sujet âgé ou bien maladie chronique. Donc, chez la femme enceinte, il y a risque d'avortement et aussi les risques des infections néonatales sévères. L'hystériose a une résistance naturelle aux céphalosporines, l'oxycycline, l'incosamide, la colimycine. C'est ça. La prévention de la listériose néonatale reste objective, principale. Essentiellement, le traitement c'est basé sur l'amoxicilline, la gentamicine. La prévention basée sur les règles d'hygiène et hygiéno-diététique. Donc, pour l'épidémiologie, l'agent causal, l'hystériose basique gram positive à développement intracellulaire facultatif. On a 13 sérotypes. Le plus répandu, c'est le 4B. Donc, l'hystéria monocytogène est la seule espèce pathogène pour l'homme. Elle est capable, comme yersiniose, à se multiplier à une température basse jusqu'à 4 degrés. Donc, on fait en contamination fréquente de la chair froide dans les industries agroalimentaires. Donc, elle y résiste à de nombreux agents physiques et chimiques tels que la réfrigération. Elle résiste aussi au chauffage plus de 50 degrés. Elle vit jusqu'à 30 minutes. Résiste à l'acidité. C'est pour ça qu'on trouve des portages digestifs asymptomatiques. Résiste aussi au milieu salé, même 10 degrés de NaCl, les charcuteries, etc. Pour les réservoirs, le milieu extérieur, le sol, l'eau, les plantes, etc. constituent principal. Donc, le réservoir principal, c'est le milieu extérieur. L'hystéria est une bactérie ubiquitaire. Elle peut coloniser les aliments et les surfaces. La transmission en a trois modes, soit digestive, materno-fœtale et directe. Digestif, c'est l'ingestion de la bactérie à partir de fromage ou lait cru, laitage et charcuterie. Également par contamination secondaire des aliments après préparation et ou cuisson des aliments, notamment à partir de surfaces ou bien de ustensiles ménagers. Materno-fœtale, c'est au cours de l'anténatal par voie sanguine transplacentaire ou bien directement par inoculation directe ou bien oculaire responsable de formes non invasives. Parfois aussi, il y a le mode de transmission nosocomiale maniporté chez les nouveau-nés. Les facteurs de risque, c'est l'immunodépression, l'hémopathie, cancer solide, VIH, l'hystériose rarement au cours de VIH, du fait que la prophylaxée par le cotrimoxazole. Un autre facteur de risque, c'est la femme enceinte et les individus aux âges extrêmes. Aussi, achlorhydrie gastrique, tels que gastroctomie ou bien traitement anti-ulcéreux. Donc, de plus en plus
malgré elle résiste de l'acidité gastrique, mais lorsqu'il y a une achlorhydrée, c'est un milieu faveur. Donc la physiopathologie, je ne vais pas trop détailler, mais je vais dire que c'est une maladie n'est pas immunisante. Donc, il faut un inoculum important pour qu'elle puisse échapper de pH gastrique. Bon, la clinique. La clinique, principalement, on a 3 formes: gastroentérite, la neurosyphilis et la syphilis maternelle-fœtale. Pardon, c'est l'hystériose. La neurolistériose et l'hystériose maternelle-fœtale. Bon, la clinique, toujours, il faut garder dans l'esprit qu'on a des formes invasives, formes non invasives. Bon, gastroentérite, l'hystériose est susceptible d'entraîner un tableau de gastroentérite en cas d'inoculum massif. Elle peut être responsable de tiaques d'incubation courte. Ceci est facilité du fait que l'hystéria n'altère pas le goût des aliments, et il y a le portage asymptomatique environ de 70% des cas. Bon, on passe à la neurolistériose. On a 3 formes. La forme méningite pure, donc la symptomatologie est celle du méningite bactérienne, mais elle est subaiguë. Dans la forme, elle est variable avec prédominance PNL ou bien lymphocytaire ou bien panachée. On a aussi la méningoencéphalite avec une atteinte de tronc cérébral et notamment des nerfs crâniens, la rhomboencéphalite, rare mais évocatrice. Troisième forme, la rhomboencéphalite isolée, rare, environ de 5% des cas. Le diagnostic est difficile. On a un syndrome infectieux, immunogène, discret, avec LCR peu ou pas modifié. Le tableau clinique dominé par des paralysies multiples, des nerfs crâniens unilatérales ou prédominants unilatérales, souvent associés à un déficit moteur, tel que l'hémiplégie et l'hémiparésée, et parfois même troubles sensitifs. Quatrième forme, dans la neurolistériose, c'est des abcès cérébrales hémisphériques exceptionnels. 3% des cas surviennent dans un contexte d'immunodépression profonde, soit transplantation rénale, soit néoplasie hématologique avec une mortalité de 50%. Pour l'hystériose maternelle-fœtale, on a chez la femme enceinte et chez le nouveau-né. Chez la femme enceinte, souvent asymptomatique, mais on dit que toute fièvre inexpliquée chez la femme enceinte, c'est une hystériose jusqu'à preuve de contraire. Et surtout si on a une reprise de la fièvre au cours de travail, c'est un signe évocatrice de l'hystériose, parce qu'il y a la mobilisation de placenta, donc une décharge bactérienne qui déclenche la fièvre. En absence de traitement, les conséquences sont redoutables pour le fœtus, tels que les avortements précoces, mort fœtale, in utero, accouchement prématuré. Et au moment de l'accouchement, le nouveau-né peut être toujours presque symptomatique. Donc, pour les signes chez le nouveau-né, on a 2 formes, soit précoce, soit tardif. Précoce, juste après l'accouchement, manifesté par détresse respiratoire, éruption maculopapuleuse ou bien pustuleuse, avec atteinte granulomateuse et peut atteindre jusqu'à la défaillance multiviscérale. Où l'intérêt à la recherche d'un placenta des lésions granulomateuses se forme de lésions granulomateuses absidées pseudo-tumorales. Pour la forme tardive, jusqu'à après 14 jours ou bien 3 semaines, suivant l'accouchement, donc elle est de type méningite aiguë avec hypotonie de la nuque et fontanelle déprimée. Pour les autres formes, c'est les formes focalisées, c'est-à-dire les formes non invasives suite à une inoculation directe essentiellement oculaire et cutanée, nécessite un terrain d'immunodépression, donc oculaire va manifester par choriorétinite et cutanée par exanthème maculopapuleux bien pistuleux localisé. Bon, on passe au diagnostic. Le diagnostic basé sur des arguments épidémiologiques, cliniques et paracliniques. Donc, épidémiologique, essentiellement la notion de consommation d'un fromage à pâte molle, par exemple, ou bien la charcuterie. Et le terrain est d'immunodépression. Clinique, il n'y a pas de signe pathognomonique. Le diagnostic suspecté devant un épisode de fièvre non expliqué chez la femme enceinte, ou bien syndrome infectieux, détresse respiratoire néonatale, bien souffrance fœtale.
ou bien accouchement prématuré inexpliqué, ou bien fièvre au moment de travail, ou bien signe neurologique chez un terrain immunodéprimé. Paraclinique, pour les éléments d'orientation, on a syndrome mononucléosique, anémie hémolytique, procalcitonie élevée, CRP élevé, LCR panaché avec hypoglycémie et hyperproteinorachie, l'IRM parfois hypersignal anti-2. Les éléments de certitude reposent sur l'isolement de l'hystéria monocytogène dans différents prélèvements, les hémocultures qui doivent être effectuées ou bien prélevées pour une femme enceinte, fièvre inexpliquée chez femme enceinte, le LCR aussi. Donc, en cas d'accouchement fébrile, si l'examen macroscopique, on trouve des nodules ou bien des abscisses évocateurs. Et bactériologie, on fait du frottis plus culture systématiquement du placenta. On fait aussi des prélèvements multiples chez le nouveau-né au niveau de myconium, liquide gastrique et le conduit auditif. Pour le cas d'atteinte neuroméningée, l'IRM cérébral est l'examen clé qui permet d'objectiver de petits abscisses multiples de tronc cérébral, rarement mais très évocateur. D'autres techniques, c'est le PCR dans le SIR et dans le sang, intérêt dans les infections décapitées par les antibiotiques. Le diagnostic différentiel pour le méningoencéphalite, soit tuberculose, soit virale, soit bactérienne. Pour le nouveau-né, c'est la rébiole, la toxo, mais au niveau de toxon, on trouve des hydrocéphalées, des choriorétinites. La syphilis aussi, on trouve des calcifications intracérébrales, etc. Pour le traitement, avant d'entamer les indications, donc il faut connaître que l'hystéria résiste naturellement contre céphalosporine et la colistine. La colistine, on a deux bactéries qui résistent contre la colistine, l'hystéria et le proteus. L'hystéria résiste aussi à l'acide nalixidique. Le fluoroquinol est inefficace in vivo. Donc les aminosides passent dans les liquides amniotiques. C'est une caractéristique, c'est pour ça on préfère de traiter la femme enceinte par l'association amox-aminoside. Donc pour les PNA ne sont que bactériostatiques en vitro vis-à-vis de l'hystéria monocytogène aux concentrations usuelles, ce qui impose l'association avec aminoside pour obtenir un effet bactéricide. À forte concentration de PNA sont nécessaires pour activer au niveau du méninge. Donc, dans le méningoencéphalite, les indications, c'est l'amoxicilline 200 mg par kg par jour en IV pendant 21 jours associé à l'aminoside gentamicine 3 à 5 mg par kg par jour en IV pendant 7 jours. En cas d'allergie, on utilise la cotrimoxazole pendant 21 jours. La durée de traitement pour les abcès et le rhomboencéphalite, c'est 6 semaines. En cas de bactérémie, on utilise l'amoxicilline genta, les mêmes doses pendant 15 jours. Chez la femme enceinte, donc en cas de lichériose, on utilise l'amoxicilline. En cas de la femme enceinte, en cas de méningite écartée, on utilise l'amoxicilline 100 mg par kg par jour pendant 2 à 3 semaines, plus l'aminoside 5 mg par kg par jour pendant 3 à 5 jours. Certains recommandent la poursuite à l'amoxicilline 3 g par jour jusqu'à l'accouchement. En cas de fièvre non documentée, on utilise l'amoxicilline 4 g par jour pendant 2 semaines. En cas d'allergie, on utilise la cotrimoxazole, ou bien la rifampicine, ou bien les macrolides chez la femme enceinte. Allergie à la pénicilline, on utilise érythromycine 1 à 2 g par jour pendant 14 jours. La vancomycine alternative en cas de bactérémie. On termine par les moyens de prévention. On a les règles d'hygiène et on a certains aliments à éviter chez la femme enceinte. Les règles d'hygiène, premièrement, cuire soigneusement les aliments crus d'origine animale tels que les viandes, les poissons, en particulier le steak haché, doit être cuit à cœur. Laver soigneusement les légumes crus et les herbes aromatiques et aussi conserver les aliments crus tels que la viande, les légumes séparément aux aliments cuits ou prêts d'être consommés. Nettoyer fréquemment les réfrigérateurs et désinfecter aussi avec l'eau javalisée.
Après manipulation des aliments non cuits, se laver les mains et nettoyer les ustensiles de cuisine qui doivent être en contact avec les aliments. Le reste des aliments et les plats doivent être réchauffés et recuits euh, ébul- jusqu'à l'ébullition avant de consommer immédiatement. Bon, pour les aliments à éviter chez la femme enceinte, sont les fromages à pâte molle ou les crus, ou bien enlever la croûte de fromage avant de le consommer, fromage viande râpée, tout ça éviter, les produits de charcuterie, les produits d'artisanat, les poissons fumés, les coquillages crus, tarama, les grains fermés crus tels que soja. C'est ça. Et merci.